Depuis quelque temps, on entend évidemment beaucoup parler de l'ALENA, des discussions sur l'ALENA, donc cette entente de libre-échange nord-américain, parce que le Twitter en chef, Donald Trump, est particulièrement réticent à cette entente. Il a tweeté encore tout récemment well, doesn't look good for Canada and Mexico. They don't want to hear anything. I really don't like it. I'm really not happy about it. Ça, c'était plus que 160 caractères, je pense, Sophie. 140. 140, oui, t'as raison. C'est 140. Tu sais ce que j'avais déjà répondu à un moment donné à Gaétan Barrette, j'avais interviewé Gaétan Barrette la saison dernière, puis je lui avais demandé d'écrire quelque chose en 140 caractères, puis il m'a dit je peux pas, ça dépasse. Ouais. J'ai dit moi j'ai tellement de caractères que de toute façon ça c'est très bon, ça rentrerait pas dans 140 caractères. Bon, enfin bref, de toute façon c'est mon imitation de Donald Trump. Bref, tout ça pour dire que l'ALENA et on sait pas sûr, on n'est pas sûr si ça va pouvoir continuer cette entente là ou pas, si en tout cas Donald Trump il donne une fin de non-recevoir. Mais il y a un chroniqueur, blogueur au Journal de Québec, Simon-Pierre Savard-Tremblay, qui est arrivé avec une perspective très intéressante, qui pense un peu en dehors de la boîte. C'était publié aujourd'hui sur le site du journal. Et lui, il dit, Simon-Pierre, la fin de l'ALENA, pourquoi pas? C'est peut-être pas le drame épouvantable, c'est peut-être pas l'apocalypse à laquelle on pourrait s'attendre. Simon-Pierre Savard-Tremblay est en ligne. Bonjour Simon-Pierre. Bonjour Sophie, belle imitation de Trump. Par contre, s'il vous plaît, ne faites pas toute l'entrevue sur ce ton-là. Je comprendrai pas les questions. Oh no, you're not gonna like it if I speak like Donald Trump? Je risque de vous faire répéter quelques fois. Il y a pas de problème. C'est la meilleure imitation que je puisse faire. Mais bon, je vais laisser les imitations à Véronique Dicker ou à d'autres, à André-Philippe Gagnon. Simon-Pierre, pourquoi avoir écrit ce texte-là? Parce que vous nous dites, en fond, il y a d'autres façons de protéger le commerce entre les pays. Il n'y a pas juste l'ALENA. Pourquoi, d'après vous, ce serait peut-être pas l'apocalypse si l'ALENA, Donald Trump, qui mettait son veto? Tout d'abord, la menace de Trump, il faut en prendre et en laisser, en partant. Ouais, j'ai bien l'impression que ce que le Twitter en chef, comme vous l'avez appelé tout à l'heure, dit et ce qui se passe véritablement à la table des négociations, j'ai l'impression que c'est deux mondes. Puis on sait que Donald Trump, il est très, très imprévisible, qui fait des promesses beaucoup de manière très spontanée. On l'a vu déchirer l'ALENA, disons le spectre de déchirer l'ALENA si la négociation faisait pas son affaire. Il en parle depuis qu'il est en campagne. On sait que là surtout sa cote de popularité va pas si bien que ça. Donc là, il est peut-être en train de vouloir reconnecter avec sa base, celle qui l'a élu. Cette chose étant dite, même si ça devait arriver, parce que moi je regarde un peu les scénarios qu'il y a en l'air en ce moment. Ouais. Et je me dis, les demandes canadiennes, c'est intéressant. C'est pas inintéressant, ça veut dire que ça nous donnerait un accord qui protégerait la fameuse gestion de l'offre, ça nous donnerait un accord qui serait peut-être plus environnemental, qui défendrait un petit peu plus l'être humain. Remarquez, c'est pas non plus un coup de barre majeur ce que le Canada demande, mais c'est quand même des demandes intéressantes. Mais je me dis, les chances que le Canada obtienne gain de cause autour de la table avec le bulldozer Trump, j'en doute fort. Je pense que ces chances sont très minimes. Et je me dis, dans ce cas-là, entre le statu quo, donc l'ALENA tel qu'on l'a en ce moment, et la fin de l'ALENA, je me dis que la fin de l'ALENA ne serait peut-être pas la fin du monde. Puis là, vous allez me dire, t'es pour la fermeture des frontières, t'es pour le repli sur soi, comment tu peux dire ça? Ben non. Mais surtout que il faut le rappeler quand même, l'ALENA, bon, c'est un beau leg de Brian Mulroney, des nombreux legs de Brian Mulroney. Et ce que ça a signifié, c'est quand même de notre point de vue à nous, pour le Canada, ça a été extrêmement bénéfique économiquement. Là, je veux dire, on en a retiré d'énormes bénéfices. C'est là-dessus que je dois vous corriger poliment, Sophie. Mais c'est pour ça que vous êtes là. Simon-Pierre, si on était juste d'accord, ça ferait pas de la radio, là. Les gens échangeraient de poste. OK. C'est là-dessus que je dois vous corriger, parce que ce à quoi vous faites référence, c'est davantage l'accord de libre-échange. Ça, c'est signé 6 ans avant l'entrée en vigueur de l'ALENA. Ça, c'est Canada, États-Unis, c'était Mulroney avec Ronald Reagan. Ouais. Il n'y a pas le Mexique là-dedans. L'ALENA, c'est venu supplanter plus tard, au début des années 90, supplanter l'ALE. Puis on ajoute le Mexique. Alors, on a un NA, le NA à la fin, c'est North America, donc l'Amérique du Nord, et l'Amérique du Nord, évidemment, ça inclut le Mexique. Ça inclut le Mexique.
Mexique, exactement. Ouais. Alors, entre l'ALEE, qui n'inclut pas le Mexique, et l'ALENA, au niveau strictement économique, donc au niveau des domaines couverts, il y a des différences, mais les différences sont marginales. Ouais. Par contre, si l'ALENA saute, si l'ALENA est déchirée, on retourne de facto à l'ALEE. Donc, on maintient le libre-échange avec les États-Unis, qui est le principal partenaire du Canada et du Québec. Mais et rien n'empêche non plus d'aller chercher une autre entente avec le Mexique si ça nous dit. Bon, rendu là. Ouais. Mais est-ce qu'on est en droit d'imaginer que si justement Donald Trump a des problèmes vraiment importants avec l'ALENA, il en aurait aussi avec l'ALEE. C'est-à-dire que si il a l'intention de déchirer cette entente-là parce qu'il trouve qu'elle n'est pas à l'avantage des industries et des employés américains, qu'est-ce qui l'empêcherait, par exemple, de revenir même sur la signature d'une simple entente de libre-échange entre le Canada et les États-Unis? Absolument rien. Rien ne l'empêcherait non plus. Ça serait une autre question. Puis je vous dirais que d'interpréter le psyché de Donald Trump est un exercice trop périlleux pour que je m'y risque aujourd'hui en avant-midi. Ouais. Après un seul café dans la journée. Ouais. Alors, mais je vous dirais, j'ai l'impression, c'est une impression que son problème est peut-être davantage avec le Mexique, comme on l'a vu avec le mur dans ses discours, qu'avec le libre-échange avec le Canada. C'est certain qu'à plusieurs égards, il a attaqué la gestion de l'offre, il a attaqué la protection de la culture qu'il y a au Canada. C'est sûr qu'il y a des problèmes en grande partie avec cet accord-là. Mais même, je vous dirais, si l'ALEE tombait, donc on parle même plus seulement de la chute de l'ALENA, mais si on parlait de la chute aussi de l'ALEE, ça serait pas l'idéal parce qu'il n'y aurait pas le canal direct qu'il y a entre le Canada et les États-Unis. Mais il y aurait toujours les règles de l'OMC. Le Canada est membre, le Mexique est membre, les États-Unis l'Organisation mondiale du commerce. L'Organisation mondiale du commerce, exactement. Puis ça, l'Organisation mondiale du commerce, ça implique que qu'il y a une libre circulation des marchandises. Donc c'est pas idéal, c'est pas non plus une organisation qui est parfaite, là. C'est même une organisation qui cherche pas mal une raison d'être depuis la contestation forte qu'il y a eu dans les dernières années. Mais tout ça pour dire que ça serait pas non plus du jour au lendemain la fermeture des frontières, puis on retourne à la situation pré-mondialisation, là, comme s'il n'y avait jamais eu de mondialisation. On n'est pas là-dedans non plus. Oui. Je reviens quand même au tweet de Donald Trump. Mm-hmm. Il a tweeté donc il y a quelques jours, le Canada et le Mexique se montrent très intransigeant. Donc, c'est sûr qu'on peut prendre ça à la légère en rigolant et tout ça, mais il reste quand même que Donald Trump, c'est quelqu'un qui a choisi d'être excessivement transparent et de commenter sur Twitter le fond de sa pensée. Donc, on peut en rire, mais il reste quand même que lui considère au jour d'aujourd'hui que ces deux partenaires économiques les plus importants sont intransigeants. Donc, comment le Canada va arriver à tirer son épingle du jeu dans un contexte comme celui-là? C'est pas quand tu rentres dans des pourparlers, des négociations, puis que la personne en face de toi, dès le départ, te dit, ben là, je m'excuse, mais je trouve que t'es trop intransigeant. Comment on fait pour contourner ça? Ça, c'est pas évident, puis j'imagine que Trump lui-même est un gars qui doit être assez intransigeant, mais faut-il croire tout ce qu'il dit sur Twitter? Vous nous dites que c'est sans doute un signe de transparence, mais en même temps, Trump est un homme d'affaires. Il a toujours quand même utilisé le bluff pour négocier. Oui, d'ailleurs, c'est ce qu'il se vantait d'être un fin négociateur. Peut-être pas un fin négociateur, mais d'être un grand négociateur. Je suis pas convaincu que le mot finesse puisse sortir de sa bouche. Mais il s'en vantait beaucoup pendant la campagne électorale. Il disait, avec moi, on va négocier. J'ai toujours négocié. J'ai fait ça dans le monde des affaires. Bon, il utilisait ça à son avantage. Donc, oui, puis il a quand même écrit un livre qui a été un best-seller et qui s'appelait The Art of the Deal. Il l'a écrit, je doute qu'il l'a écrit. Je pense qu'il l'a fait écrire par quelqu'un. Simon Pierre, un peu de bénéfice du doute, là. C'est un homme qui est je vous taquine. Puis bon, il a peut-être, ça arrive, là, c'est courant, là, des écrivains fantômes qu'on appelle. Là. Ouais, ben il y avait peut-être les mains occupées ailleurs aussi à faire d'autres choses pendant que il pouvait pas avoir les deux mains sur le clavier là. Il y avait peut-être des petits minous qui se promenaient puis il était plus capable de se retenir là, on sait pas là. Bon. Ben il s'en est déjà vanté devant les caméras hein. Ouais. Mais c'était en privé
et c'était une conversation privée qui a été rendue publique. Donc, partez-moi pas là-dessus parce que je vais être obligée de prendre la défense de Trump, ce que j'aime pas faire. Mais quand tu as une conversation privée avec quelqu'un, cette personne-là a le devoir moral normalement de pas la rendre publique parce que des propos qu'on tient à micro ouvert et des propos qu'on tient à micro fermé, c'est sûr que c'est pas la même chose. Et je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, Simon-Pierre, et moi, ça m'est déjà arrivé aussi de dire des choses qui sont peut-être pas nécessairement très élégantes et que si on avait su qu'il y avait un micro qui était ouvert, jamais on aurait dit ça. Donc, je suis bien d'accord avec vous, puis c'est même le danger, je vous dirais, aujourd'hui, à l'époque des cellulaires intelligents, qu'il n'y ait plus de distance entre la vie privée et la vie personnelle. Oui, mais revenons... La vie privée et la vie publique, pardon. Revenons à l'ALENA. Moi, ce que j'aime de votre texte, c'est que ça permet aussi de se dire, bon, ben, il y a rien de très réjouissant dans tout ça, mais on peut se dire que si jamais les choses vraiment se rendaient au pire du pire, ben il y aurait d'autres options pour se protéger nous économiquement au Canada. C'est ce que vous nous dites finalement. Oui, notamment. Puis ce que je voulais faire ressortir aussi là-dedans, oui, allez-y. Il y aurait un certain avantage quand même aussi à un retour à l'aller. Donc la première version de l'accord sans le Mexique. Pas pour l'absence du Mexique, mais pour le fait qu'il y a ce fameux... Puis là, ça a l'air toujours très technique et très juridique, mais en réalité, c'est extrêmement important et très concret dans la vie de tous les jours. Et c'est le fameux chapitre sur les investisseurs. Oui. Parce qu'il y avait dans l'ALENA une protection des investisseurs étrangers qui permettent aux entreprises étrangères qui sont situées dans un État donné de poursuivre les États s'il y a des lois, s'il y a des mesures, s'il y a des décisions qui font pas leur affaire. Oui. Ça, c'est très, très dangereux parce que ça permet à des compagnies, donc à but lucratif, qui cherchent le profit, de renverser des lois démocratiquement votées. Puis on prend un exemple, par exemple, en 1997, quand le Canada... Rapidement, Simon-Pierre, ouais. Pardon? Oui. J'ai dit quand rapidement, le Canada, ouais. par exemple, décide de restreindre l'importation d'un additif à carburant qui avait des risques d'être toxique, ben il y a la compagnie Ethyl Corporation qui poursuit le gouvernement canadien pour lui arracher des millions de dollars. Ouais. Puis là, évidemment, ça fait reculer les gouvernements. Puis c'est même plus grave parce qu'il y avait une ancienne ministre du gouvernement Marois, moi, qui me confiait à un moment donné que derrière les portes closes, on se retient d'adopter les politiques parce qu'on se dit à cause de ce chapitre de l'ALENA-là, on risque de se faire poursuivre. Donc, finalement, si on revenait à l'ALE, au lieu de l'ALENA, on ferait sauter cette clause-là. Donc, on serait peut-être mieux protégé d'une certaine façon, c'est ça? Ben, c'est une question de démocratie rendu là. On adopte les lois qu'on veut, puis que ça fasse l'affaire des compagnies ou pas, me semble. Tant pis. Ouais, bon, ben, en tout cas, c'est un élément de réflexion drôlement intéressant à avoir. Puis, on va continuer à suivre les tweets de Twitter en chef. Et puis, well, thank you very much, Simon Pierre, for being with us today. It was fun. Merci, Sophie Trump. C'est toujours un plaisir. Ah, ben là, appelez-moi Mélania, ta gaillette. Mélania Durocher, tiens. Mélania Durocher, ben, je sais pas, peut-être que j'anime en talons hauts, qui sait. Ah, ben, ça, c'est vous qui le savez. C'est ça, la beauté de la radio. On vous voit pas. Ouais, c'est ça. Peut-être que... En tout cas, bon, bref. OK, merci beaucoup, Simon Pierre. Merci, Sophie. Au revoir. Toujours un plaisir. Gab, tu réagis pas? Pourquoi? Ben non, mais c'est parce qu'on faisait plein de blagues. Non, mais es-tu en talons hauts ou pas? Non, qu'est-ce que je porte en ce moment? Oui, mes petits souliers de gymnastique, parce que je m'en vais m'entraîner cet après-midi pour... Mais c'est ça, t'aurais pu mentir à ce moment-là, puis là, on se serait fait des images, puis la radio, c'est une question d'image. Ah, OK. Ben alors, je reprends tout ça. Je porte une mini-jupe avec des talons hauts. Super. Voilà.